Nous formons la prochaine génération pour relever les défis stratégiques de demain. Nous sommes dédiés à comprendre pour mieux agir. Alors, bonjour à toutes et à tous. Rebienvenue au colloque annuel du réseau d'analyse stratégique. Si vous avez manqué notre premier panel ce matin sur l'ordre international fracturé, ou si vous avez manqué l'allocution du lieutenant-général Mike Rouleau, le vice-chef d'état-major de la Défense du Canada, soyez rassurés, toutes les présentations seront rediffusées sur le site web du réseau d'analyse stratégique. Nous passons maintenant au second panel du colloque qui porte sur le renforcement des capacités et la gestion des conflits. Après les échecs désastreux en Irak, des guerres d'Afghanistan et autres, le renforcement des capacités de défense des États partenaires connaît un engouement remarquable. Ceci est également amplifié par l'importance accrue des efforts de dissuasion contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine, par l'entremise du renforcement des capacités des États d'Europe de l'Est. Pour mieux comprendre les enjeux relatifs aux multiples facettes du renforcement des capacités, je cède la parole à Théo McLaughlin qui présidera notre second panel. Théo est professeur de relations internationales à l'Université de Montréal et dirige l'axe 3 du réseau d'analyse stratégique. Théo, à toi la parole. Merci beaucoup, Justin. Il me fait plaisir donc d'introduire et de modérer ce panel sur la gestion de conflits et sur le renforcement des capacités. Ce panel représente très bien, je trouve, l'expertise trouvée dans le troisième axe du réseau d'analyse stratégique, ce qui porte sur le défi justement du renforcement des capacités. Cet axe comprend des spécialistes de cette activité en tant que tel, ainsi que des experts sur les forces armées canadiennes et sur les conflits civils et leurs dimensions internationales. Il est question aujourd'hui de parler de plusieurs éléments de la gestion du conflit, de la formation militaire, du rôle du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et de sa mise en œuvre. Sans plus tarder, j'aimerais donc introduire les membres de ce panel aujourd'hui. Lee Seymour est mon collègue, il est professeur agrégé au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la violence politique. Ses recherches portent sur la violence politique, en particulier sur les dynamiques des conflits armés et sur l'organisation de la violence dans les guerres civiles. Il mène actuellement un projet de recherche sur la formation militaire internationale, financé par le Conseil de recherche en sciences humaines et par le ministère de la Défense nationale. Aujourd'hui, il parlera justement de la formation militaire. Ensuite, Bruno Charbonneau est professeur agrégé en études internationales et directeur du Centre sur la gouvernance sécuritaire et des crises critiques au Collège militaire royal de Saint-Jean. Il est aussi fondateur et directeur du Centre franco-paix en résolution des conflits et mission de paix de la chaire Raoul Endurant à l'Université du Québec à Montréal. Ces travaux portent sur les interventions internationales dans les conflits armés et en particulier, il étudie les dynamiques régionales et internationales en matière de gestion et de résolution des conflits en Afrique de l'Ouest francophone. Il nous parlera aujourd'hui du Conseil de sécurité et les réponses internationales aux conflits. Finalement, Yolande Bouka est professeure adjointe au département des études politiques à l'Université Queen's. Elle a travaillé et offert du support dans différentes institutions, dont l'USAID, le Department for International Development du Royaume-Uni, les Nations Unies, l'Union africaine et le Center for Strategic and International Studies et le United States Institute of Peace. Ses recherches portent sur le genre et la sécurité, l'Afrique, la violence politique, les théories post-coloniales en relations internationales, entre autres. Ses recherches actuelles portent sur une analyse multidisciplinaire des femmes combattantes dans le sud de l'Afrique. Aujourd'hui, elle discutera de la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité en Afrique. Donc, tout comme notre premier panel ce matin, chaque panéliste aura 12 minutes pour présenter ses remarques et c'est moi qui ai le rôle donc de gestion de l'horloge. Donc, sans plus tarder, j'invite donc mon collègue Lee Seymour à nous débuter. Lee? Merci Théo et avant toute chose, j'aimerais juste remercier chaleureusement les organisateurs pour l'invitation de vous parler aujourd'hui. Et plus largement, j'aimerais souligner le rôle de Justin et de Stephanie en organisant le réseau. Merci beaucoup pour vos efforts. Dans ma présentation, je vais me concentrer sur les activités de renforcement des capacités menées par des puissances militaires et plus spécifiquement
je vais m'appuyer sur les recherches que nous menons actuellement avec Théo McLaughlin et toute une équipe de recherche, franchement, à l'Université de Montréal. Plusieurs étudiants font partie de notre groupe de recherche. Et le projet porte sur la formation militaire à l'étranger et l'assistance sécuritaire plus largement. Le constat central que nous faisons est qu'il y a eu une forte croissance de la formation d'armées étrangères au cours des 2 dernières décennies. C'est surtout le cas pour les États-Unis, mais les alliés des Américains et ainsi des rivales emboîtent également de plus en plus le pas. Les forces armées canadiennes font par exemple de la formation militaire et de renforcement des capacités, entre autres à Sierra Leone, en Afghanistan, en Irak, en Jordanie, au Liban, à Jérusalem ou en Ukraine. Nos recherches actuelles portent spécifiquement sur les conséquences politiques de la formation militaire au sein des États bénéficiaires. Et je pense que ça, c'est l'argument pour la première partie de ma présentation. Je pense qu'une bonne partie des connaissances que nous possédons sur les effets de la formation militaire est en fait assez imprécis, voire même parfois incorrect. Et jusqu'à présent, pour faire un sommaire de l'état des connaissances sur le sujet, les différents travaux suggèrent, ont tenté de démontrer que la formation militaire déstabilise les relations entre autorités civiles et militaires dans les pays hôtes, produit des armées nationales peu efficaces sur le plan militaire, peu respectueuses des droits humains et favorise la corruption et l'autoritarisme. Et par conséquent, la formation militaire a des effets relativement néfastes ou négatifs concernant leur objectif plus large de créer des États stables et solides. Pourtant, avec Théo, nous avons constaté que les formations militaires ont généralement, de manière générale, des effets moins négatifs que ce qui est souvent présenté. Et vous avez peut-être entendu parler, par exemple, le coup d'État en Mali, il y a des arguments qui font des liens entre la formation militaire étrangère et les coups d'État. Je vais en parler par la suite. En fait, ce que nous observons, c'est que la formation militaire, en général, juste a moins d'influence absolue que ce que nous avons tendance à lui attribuer. Et je pense qu'une bonne partie de notre perception erronée des conséquences politiques de la formation militaire est enracinée dans des échecs, comme Justin a fait référence, les échecs historiques qui marquent la mémoire collective, l'échec de nation building en Afghanistan, en Irak, à un plan plus petit, mais encore significatif, Mali, Somalie, dans les années récentes, sans même parler de l'expérience pendant la guerre froide au Vietnam ou au Liban, El Salvador, entre autres. Mais ces très larges missions, menées dans des contextes d'une haute intensité de violence et des contextes insurrectionnels de large ampleur, masquent un nombre très important d'activités de formation militaire de plus petite échelle qui sont assez importants elles-mêmes. Donc, pour remédier à ce problème, avec Théo et avec notre équipe de recherche, nous avons collecté des données quantitatives sur la formation militaire américaine à travers les 2 dernières décennies. Et cela nous permet, je pense, de tirer des conclusions sur les impacts de ces activités sur une base empirique un peu plus solide. Nous nous sommes intéressés spécifiquement à l'impact de la formation sur le risque d'un coup d'État dans les pays récipiendaires. Plusieurs auteurs ici ont, par le passé, tenté de démontrer qu'il y a un lien significatif entre la formation militaire, surtout la formation militaire américaine, et le risque d'un coup d'État. Cependant, ce que nous trouvons, c'est aucune relation significative entre la formation militaire américaine et le risque d'un coup d'État dans les pays récipiendaires. Et je pense que nos résultats, juste pour faire un sommaire assez bref, sont au contraire plus optimistes, je dirais. Nous observons en effet, que la formation militaire permet de transmettre des normes, surtout des normes centrées sur le professionnalisme militaire et le contrôle civil des forces armées. Et cela concorde d'ailleurs avec d'autres études récentes qui démontrent
qui suggère que la formation militaire est associée avec des résultats plus positifs en matière des droits humains et non le contraire. Donc, comme première conclusion générale, je pense donc qu'une grande partie des craintes concernant les effets politiques néfastes de la formation militaire, en général, encore une fois, sont mal avisées ou peut-être même exagérées. Néanmoins, et ça c'est l'argument de la deuxième partie de ma présentation, je pense qu'il reste des questions centrales et importantes concernant l'influence stratégique à plus long terme de ces activités qui méritent beaucoup plus d'attention. Créer des armées nationales ne veut pas mécaniquement créer des États plus efficaces, plus stables. Et je pense qu'il y a des aspects de la formation militaire parfois problématiques pour des États hôtes. D'abord, dans la mesure où la formation militaire est de plus en plus définie comme une seule aide ou le default option à la sécurité des États hôtes, au lieu d'une approche plus globale, dans la mesure où la diplomatie devient de plus en plus synonyme pour diplomatie de défense, et dans la mesure où les formateurs militaires sont de plus en plus chargés à développer des États stables et fonctionnels comme from the military up, via la transformation des forces armées, sans un accent correspondant et assez important sur les institutions civiles. Bref, je pense que la faisabilité à plus long terme de cet objectif de transformer des États hôtes est à questionner. De la même manière, je pense qu'il y a des coûts d'opportunité dans cette focalisation parfois excessive sur les aspects seulement militaires du renforcement des capacités qui sont à étudier plus fortement, je pense. Je voudrais conclure, s'il me reste du temps, oui, je pense, par quelques pistes brièvement concernant ce que nous savons sur les conditions dans lesquelles la formation militaire est la plus susceptible d'être efficace, non seulement pour juste créer des armées plus efficaces, mais pour renforcer la stabilité générale des États. Je pense premièrement l'ampleur de immixtion ou de intrusiveness, entre guillemets, au sein des structures étatiques étrangères et déterminantes. Marla Karlin, je pense, montre de manière convaincante que l'assistance sécuritaire américaine a fonctionné dans des contextes dans lesquels les Américains se sont impliqués, se sont fortement impliqués dans des questions de sécurité très délicates au cœur de l'État. Deuxième, et dans le même ordre d'idées, un renforcement des capacités réellement efficace nécessite un effort de grande envergure et surtout une plus étroite coordination entre plusieurs acteurs. Et si je pense, par exemple, le cas index ici, c'est la Somalie, où on a plein des organisations internationales, régionales, des acteurs impliqués dans des activités de formation sans aucune coordination entre eux, qui fait en sorte qu'on a des factions militaires qui peuvent fonctionner assez bien avec leur parrainés externes, mais il n'y a aucune cohérence et en fait, ça sape ou ça mine la cohérence et la discipline des forces armées nationales. Donc, ça, c'est sur le plan international et je pense aussi au sein des États, pour les pays hôtes, cela nécessite que le renforcement des institutions de défense aille au-delà les unités de l'armée et intègre également les organisations de gouvernance civile. Troisième et dernièrement, juste en guise de conclusion, l'environnement international est aussi indéniablement déterminant. Les activités de formation de l'OTAN, par exemple en Ukraine, ne peuvent pas, par exemple, être comprises sans prendre en compte le rôle rival, subversif de la Russie dans la région, en Afrique, le rôle de la Chine et la compétition géopolitique de plus en plus intense entre les États-Unis et la Chine pour l'influence à travers les missions de formation militaire et l'assistance sécuritaire plus largement est important. Et je pense que la vision libérale qui sous-tend le renforcement des capacités des États-Unis et de ses alliés contraste largement avec le modèle chinois ou russe
On peut même parler de la vision, le modèle turc ou le rôle des Émiratis en Libye, par exemple. Donc, il y a de plus en plus d'acteurs qui s'impliquent dans ces activités. Et parfois, leurs modèles sont de plus en plus attrayants, je pense, pour les gouvernements partenaires. Juste pour faire le lien donc, avec le thème plus général du colloque, ces activités risquent peut-être d'accélérer ou de contribuer à cette fracturation de l'ordre international, plutôt que de redresser ces fractures. Donc, merci beaucoup et merci de votre attention. Super, merci beaucoup, Lee. Donc, je passe maintenant la parole à Bruno Charbonneau pour continuer. Merci Théo, bonjour à tous. Je suis bien content d'être ici. Merci pour l'invitation aux organisateurs. Donc, moi, j'aimerais vous parler du Conseil de sécurité, revenir un peu sur la dernière année pendant le Conseil pendant la période COVID-19 et pour en profiter donc pour discuter du rôle du Conseil de sécurité dans la gestion et la résolution des conflits armés. Je vais donc débuter en parlant rapidement du cessez-le-feu appelé par le secrétaire général Guterres et de l'échec subséquent du Conseil de sécurité à appuyer son initiative. Sur cette question, si vous êtes intéressé, j'en profite pour vous référer à mon article qui paraîtra bientôt dans les prochaines semaines à la revue International Journal, qui fait partie donc d'un forum spécial que j'ai coordonné sur la COVID-19 et l'ordre international. Suite à ça, je ferai le tour des tensions au sein du Conseil de sécurité en matière d'intervention internationale, donc en matière de gestion et résolution des conflits. Puis en conclusion, là, je soulèverai quelques enjeux généraux de ma présentation et certains qui sont plus peut-être spécifiques au Canada, question tout simplement de peut-être lancer des débats ou des discussions. Donc, comme vous le savez, la COVID-19 a révélé plusieurs fractures et tensions de l'ordre international. Pour citer le secrétaire général Guterres, il compare la COVID-19 à un rayon X qui a révélé les fractures du squelette fragile de nos sociétés, les faussetés, les mensonges, les illusions et les mythes qu'on se raconte, notamment au niveau de l'unité ou de la coopération internationale. Donc, pour la petite histoire, COVID-19 et Conseil de sécurité, ça commence le 23 mars 2020, lorsque le secrétaire général Guterres appelle à un cessez-le-feu mondial immédiat afin, je cite, de mettre un terme au conflit armé et de se concentrer ensemble sur le véritable combat de nos vies. Fin de citation. Cette initiative reposait sur l'idée que les guerres permettent aux maladies de se propager tout en réduisant les capacités locales et internationales à faire face à leur impact. L'appel de Guterres était une occasion, en fait, de soutenir des processus de paix en cours pendant une crise sanitaire internationale sans précédent. Du moins, c'était la théorie. Par cet appel, certainement, je pense que Guterres faisait preuve de leadership, mais le Conseil de sécurité a largement échoué à appuyer son initiative. Le Conseil a fini par adopter la résolution 2531 le 1er juillet dernier, 3 mois plus tard, donc après l'appel au cessez-le-feu, mais l'élan, le momentum diplomatique derrière donc l'initiative Guterres avait été perdu et les effets pratiques sur les zones de conflit ont été essentiellement nuls. Il est vrai aussi que les effets de la COVID-19 sur les conflits ont été jusqu'à présent limités. Ceci dit, pour le Conseil de sécurité, ce fut néanmoins une occasion manquée de mettre fin à des hostilités, de renforcer la diplomatie des Nations unies dans les processus de paix et de promouvoir certainement la coopération internationale dans un contexte bien particulier. Et pourtant, ceci dit, la COVID-19 est et sera un défi à long terme avec de graves conséquences, notamment pour les aspirations du Conseil à faire face à des défis de sécurité dits non traditionnels, comme les pandémies, évidemment, et les changements climatiques. Les effets immédiats à moyen et à long terme de la COVID, ceci dit, n'ont pas disparu. Donc, des effets sur, par exemple, la croissance économique, sur les chaînes d'approvisionnement, sur la sécurité alimentaire, entre autres, ont et auront donc des effets potentiellement déstabilisateurs et donc peut-être encore dans la prochaine année ou dans les prochaines années, certainement, des effets sur les conflits ou les dynamiques conflictuelles. Les négociations sur la résolution ont été difficiles en grande partie à cause des divergences entre la Chine, les États-Unis et la Russie. Les États-Unis et la Russie étaient notamment préoccupés par les ramifications d'un cessez-le-feu mondial sur leurs opérations antiterroristes en Irak, en Afghanistan et en Syrie.
Un obstacle bien plus important, cependant, était le désaccord entre la Chine et les États-Unis sur la question de savoir s'il fallait inclure une référence ou non à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui s'est transformé en un jeu en fait de reproches entre les gouvernements américains et chinois, l'un le lançant la balle dans le cours de l'autre à tour de rôle. L'administration Trump, dans ce contexte, a clairement montré qu'elle avait abdiqué son rôle de leadership au Conseil et même, à bien des égards, qu'elle considérait le système des Nations unies comme contraignant pour les intérêts américains. Donc, l'administration Trump a blâmé la Chine, blâmé l'OMS pour l'épidémie mondiale, et a annoncé en juillet qu'elle quitterait l'OMS en 2021 et, plus important, a bloqué toute réponse multilatérale au G7, au G20 et aux Nations unies et à l'OMS. Donc, le Conseil de sécurité a, à cet égard, échoué de manière assez spectaculaire pour une résolution, en fait, qui aurait dû être relativement facile à passer, sans grandes nécessairement conséquences pratiques, plutôt symboliques. Donc, a échoué à répondre de manière adéquate à une crise de la pandémie de COVID-19 ou même à faire preuve d'un certain leadership dans la gestion de la crise. Pour moi, ce n'est rien de surprenant, évidemment, pour ceux qui étudient ou ont étudié le Conseil de sécurité, étant donné les limites historiques et surtout les tensions récentes des dernières années au sein du Conseil. C'est néanmoins préoccupant compte tenu de la pertinence du Conseil en tant qu'organe principal des Nations unies, qui peut permettre ou restreindre la coopération internationale en tant qu'autorité mondiale aussi en matière d'utilisation de la force et de questions de guerre et de paix. Il faut le rappeler, le Conseil est le seul organe des Nations unies qui a le pouvoir de prendre des décisions juridiquement contraignantes pour les États membres et, en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations unies, de faire appliquer ces décisions par des sanctions ou le recours à la force militaire. Cela en fait donc l'organe et le forum de coopération internationale le plus puissant des Nations unies. Évidemment, le contexte de la COVID-19 étant particulier, il y a quand même un contexte historique, donc de tension au Conseil de sécurité qui prédatait la COVID. Donc, si l'on parle du futur rôle du Conseil ou des interventions internationales appuyées par le Conseil dans la gestion et la résolution des conflits, je pense évidemment ici aux opérations de maintien de la paix, mais on pourrait aller au-delà. Le premier défi est, sans nul doute, les tensions élevées qu'il y a entre les P5, donc les membres du Conseil qui ont le droit de veto. Dans les négociations sur la plupart des opérations de maintien de la paix existantes, en particulier en Afrique, les P5 sont toujours en désaccord, mais toujours aussi à l'intérieur de certaines limites qui permettent quand même une coopération. Si la Chine et la Russie divergent fréquemment avec les P3 sur la manière dont l'ONU devrait aborder le Sud-Soudan, le Mali ou la République centrafricaine, par exemple, ces pays évitent d'utiliser leur droit de veto dans ces débats. Pardon. Au sein du P3 même aussi, il y a des tensions. Les États-Unis et la France, dans les dernières années, ont eu une série de désaccords assez profonds sur la façon de gérer les conflits au Mali et au Sahel, mais au final, ont toujours trouvé des moyens de s'entendre sur le mandat de la MINUSMA, la mission donc des Nations unies au Mali. D'un niveau ou d'un point de vue stratégique, sur le plan stratégique, les tensions au sein du P5 ont également exclu l'utilisation du maintien de la paix comme un outil de résolution des conflits dans un grand nombre de conflits géopolitiquement importants pour les pays du P5. Des plans donc raisonnablement bien élaborés des Nations unies pour une mission de casque blanc en Syrie entre 2013 et 2015 se sont révélés politiquement irréalisables. Malgré quelques discussions sérieuses entre les responsables russes et américains en 2017-2018, l'idée d'une opération dans l'est de l'Ukraine n'a pas abouti non plus, tandis que les suggestions d'une mission en Libye sont tout simplement passées sans laisser de traces. Donc, les P5, à l'exception partielle de la France, semblent également sceptiques quant au rôle important que les opérations de maintien de la paix de l'ONU peuvent jouer dans la lutte contre le terrorisme djihadiste, ce qui reste un sujet sur lequel ils sont largement d'accord, alors que l'ONU s'est quand même engagée dans des opérations antiterroristes au Mali et en Somalie. Les membres du P5 se sont généralement tournés vers d'autres outils pour traiter avec Al-Qaïda et l'État islamique dans d'autres régions, et ce sans mandat de l'ONU.
Donc, dans l'ensemble, on peut conclure que, sans risque, les membres du P5 peuvent et pourront toujours faire des compromis à contre-cœur sur des opérations de paix en réponse à ce qu'ils semblent considérer comme des conflits de second ordre, autrement dit, dans des conflits surtout qu'on retrouve en Afrique. Donc, en guise de conclusion ou réflexion, j'ai 4 points que j'aimerais partager avec vous. D'abord, le point américain, si on parle des États-Unis, parce que je pense qu'il serait facile de conclure que les choses seront bien différentes au Conseil étant donné l'élection d'un nouveau président, que sous une présidence, une administration Biden, nous aurons droit à une nouvelle approche et donc à de nouvelles dynamiques. Sans nul doute, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y aura pas des changements, mais on doit quand même souligner 2 bémols, 2 potentiels obstacles, disons, à des changements dramatiques ou certainement transformateurs. D'abord, les tensions entre les États-Unis et la Chine ne disparaîtront pas, surtout en matière économique. Biden n'a donné aucune indication qu'il reviendra sur certaines des négociations par rapport aux intérêts économiques des Américains dans les relations avec la Chine. Et deuxièmement, si on parle ou on espère un type de retour du leadership américain au niveau international, ce retour sera ralenti par au moins 2 choses. D'abord, Biden aura beaucoup de boulot à l'interne en termes de politique américaine intérieure, si ce n'est que de gérer la crise de la COVID. Et deuxièmement, je pense aussi parce que le reste du monde gardera toujours en tête qu'un Trump 2.0, si vous me permettez l'expression, pourra être élu en 2024. Donc, les promesses ou les actions américaines viendront toujours un peu avec cet astérix, si vous voulez, devront être prises avec des grains de sel, étant donné qu'on ne pourra pas savoir si ces promesses ou ces actions tiendront la route, et notamment aussi dû au fait que le Congrès demeure quand même aux mains des républicains. 3 points rapides par rapport au Canada. Selon moi, la COVID-19 semble avoir perturbé évidemment bien des priorités. Je ne vous apprends rien. Je n'ai pas vu qu'on parle encore, du moins publiquement, d'un retour du Canada sur la scène mondiale et pourtant, il faudrait bien ajuster cette politique étrangère au monde COVID. Dans mon monde, on parlait d'un retour dans les missions de maintien de la paix des Nations unies. Mais si on le fait, évidemment, et on le poursuit, cet engagement-là devra se faire en Afrique. Et lorsqu'on parle d'Afrique et Canada, je cite mon collègue David Black de Dalhousie qui avait écrit dans son livre de 2015 que lorsqu'on parle justement de politique canadienne en Afrique, on parle d'abord et avant tout du fait que la seule cohérence de cette politique est le manque de cohérence. Donc, il y a beaucoup de travail à faire ici. Suite à ça, en fait, et suite à ce que je disais sur le Conseil de sécurité, pour le Canada, je pense qu'il faudra certainement examiner plusieurs options si on veut intervenir ou du moins s'engager au niveau international dans la résolution des conflits. Et ces autres options veulent dire de regarder quelles organisations régionales ou sous-régionales avec lesquelles on peut s'engager. Mais lesquelles, c'est évidemment une question très importante et certainement, je n'ai pas la réponse, mais qu'on pourrait lancer le dialogue, notamment dans le contexte des chamboulements produits par la politique américaine, mais aussi le contexte de la COVID-19. Et finalement, en guise de conclusion très rapide, Théo, je te repasse ça dans un moment. J'aimerais lancer quand même un défi à mes collègues de relations internationales où on a tendance justement, et je l'ai fait ici, j'en suis coupable, tendance à mettre l'accent sur la géopolitique des puissances. Donc, on peut voir les débats justement sur la rivalité États-Unis-Chine ou sur la fin ou non de l'ordre international libéral. Mais je pense qu'il faut quand même là, revoir plusieurs des façons dont on approche les problèmes, étant donné la transnationalisation des enjeux. Et c'est une chose la COVID-19 nous montre, c'est bien ça, le futur des pandémies, les changements climatiques. Mais je dirais aussi quelque chose qu'on parle trop peu, c'est comment les marchés financiers, je pense ici notamment à la crise 2008 et 2009, mais certainement ce qui s'est passé en lien avec la COVID aussi, perturbent les relations internationales. Donc, il faudrait bien un jour, selon moi, arrêter de s'arrêter aux frontières des États pour comprendre et s'attaquer aux défis sérieux que représentent des trucs, les pandémies comme la COVID-19 et bien sûr les changements climatiques. Merci. Merci énormément, Bruno, c'est très apprécié. Je suis donc heureux de présenter notre dernière intervenante, la professeure Yolande Bouka. Donc, la parole est à vous. Alors, bonjour tout le monde. Je m'installe en tentant de faire fonctionner ma diapo. Et tout le monde peut voir?
Oui, Oui, ça marche. parfait. Merci. Alors, bon, avant de commencer, j'aimerais, comme les autres, dire bonjour à mes copanalistes, aux participants et surtout remercier toute l'équipe du réseau d'analyse stratégique pour tout leur travail en coulisses qu'ils ont fait pendant ces derniers mois d'incertitude. Je pense que leur flexibilité, leur ténacité et créativité nous permet aujourd'hui de participer en ce colloque inaugural. J'espère que l'année prochaine, nous serons en mesure de nous rencontrer tous en personne. J'avais vraiment hâte de rencontrer certains de mes collègues sur ce panel justement aujourd'hui. Alors, le sujet de mon intervention cet après-midi est de contextualiser la mise en œuvre de l'agenda Femmes, paix et sécurité en Afrique. Lors du récent sommet de l'Union africaine en début d'année 2020, une délégation canadienne qui incluait le premier ministre du Canada s'est déplacée pour mettre l'emphase sur le partenariat entre l'Afrique et le Canada, surtout en ce qui s'agit de la promotion et le développement des programmes de l'Union africaine en matière de paix et de sécurité et égalité entre les genres. C'était une initiative de se déplacer qui était dans le cadre du plaidoyer pour le siège du Conseil de sécurité, mais ça a aussi permis à certains d'entre nous de remettre en question, justement, comme Bruno le mentionnait il y a quelques minutes, la profondeur ou la présence ou l'absence des relations entre le Canada et l'Afrique. Alors, quand il s'agit de parler du genre et de la sécurité ou des femmes, paix et sécurité, il y a plusieurs questions sur lesquelles nous pourrions nous pencher aujourd'hui. Certaines de ces problématiques incluent, par exemple, quelle est la place du genre dans la réforme du secteur de sécurité? Ou quelle est la place des femmes dans les réformes de défense ou dans les réformes au niveau de la justice? On peut aussi parler de l'inclusion des femmes dans les missions de la paix en Afrique. La majorité des missions de l'ONU, comme nous le savons, sont présentement en Afrique et elles incluent entre autres la MINUSCA en République centrafricaine et la MONUSCO en République démocratique du Congo. Il y a aussi évidemment la MISOM qui est la mission de l'Union africaine en Somalie. On pourrait aussi se pencher sur la question de l'impact des crises politiques et sécuritaires sur la sécurité féminine, tant de la personne que de la sécurité alimentaire, par exemple, ou de la sécurité économique. On pourrait aussi se plonger sur la problématique de la violence sexuelle en situation de conflit, soit par les forces de l'ordre, les troupes de l'ONU, car il y a eu plusieurs cas dans certaines missions en Afrique, ou par les groupes armés, ou encore le rôle que les femmes jouent dans les groupes armés et dans la violence qui se produit en ce moment, soit en Somalie ou dans le Sahel. Mais ce que je préfère faire en ce moment, c'est prendre un peu de recul et discuter le contexte politique dans lequel les États africains tentent d'adresser la problématique du genre dans le domaine paix et sécurité. Alors, pour commencer, quel est cet agenda femmes, paix et sécurité? Un survol très rapide sur un agenda que je pense certains d'entre vous ont déjà vu. Bon, d'abord, c'est un agenda qui a commencé avec la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1325, il y a maintenant 20 ans. Et cette résolution était le premier instrument qui était vraiment consacré exclusivement aux femmes dans la situation de conflit armé, qui tentait de reconnaître les différentes, la manière genrée dont les gens font face à la violence des conflits. Donc, il y a une différence dont les hommes et les femmes, les filles et les garçons traversent ces périodes de violence. Donc, il y a 4 piliers importants et ce que j'ai mis sur le côté, en plus de la résolution 1325, ce sont toutes les résolutions qui forment l'agenda, qui parlent de prévention, de protection, de participation et de secours et de rétablissement. Alors, quand on parle de prévention, c'est vraiment l'intégration d'une perspective qui tient en compte comment prévenir la violence contre les hommes, les femmes et surtout les filles et les femmes dans les situations de conflit. Participation, c'est vraiment pousser la participation des femmes à tous les niveaux qui touchent la paix et la sécurité.
dans le processus de paix et dans les forces policières et dans les représentations civiles. La protection, évidemment, c'est de promouvoir la sécurité de la population à risque dans les situations de conflit. Et le secours et le rétablissement, c'est un pilier qui tente de promouvoir l'égalité d'accès des femmes au niveau humanitaire, mais aussi au niveau du désarmement et de la réintégration. Alors, comment est-ce qu'on met en œuvre cet agenda? L'idée, c'est de développer des plans d'action nationale. Et le plan d'action national, en fait, c'est ce qu'on dirait, c'est l'institutionnalisation de l'agenda par les États. Alors, comment est-ce qu'on transforme un agenda qui a plusieurs résolutions dans les lois et les programmes dans chaque pays? Au niveau mondial, 86 pays, dont 45%, ont un plan d'action national. Le Canada lui-même est à son deuxième plan d'action. Bon, ça, c'est l'agenda en général, mais comment mettre en œuvre un agenda en prenant en compte le contexte sécuritaire en Afrique? Je donne un survol très rapide des enjeux sécuritaires très complexes auxquels le continent africain fait face en ce moment. On a évidemment les violences électorales qui troublent chaque année ou chaque 2 ou 3 ans, dépendamment des régions, les processus électoraux en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est par moment. Ce qui me vient en tête, c'est les violences post-électorales du Kenya de 2007, par exemple. L'extrémisme violent a beaucoup augmenté, surtout dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. C'était un problème qu'il y avait pendant plusieurs années en Afrique de l'Est et sur la Corne de l'Afrique, mais qui se voit aussi maintenant se manifester au Mozambique, par exemple. Alors, je vous laisse la liste, vous pouvez la lire, mais j'aimerais parler brièvement, parce que je vois que le temps s'écoule, d'un contexte qui n'est pas nécessairement un problème sécuritaire, mais un développement d'une dizaine d'années maintenant qui voit une baisse des conflits armés en Afrique en général, mais une augmentation assez prononcée des mouvements contestataires qui ont le potentiel de tourner en rébellion. C'était le cas au Burundi en 2015, qui a été une rébellion de très courte durée, mais qui démontre comment les gens se mobilisent dans des situations où le gouvernement ne répond pas à leurs attentes. Il y a aussi une carte très rapide sur l'activité militante islamique en Afrique. Je mets l'emphase ici dans l'Afrique de l'Ouest où des pays comme le Ghana, le Togo et le Bénin auparavant n'avaient aucune crainte par rapport à ces mouvements et qui met vraiment à l'épreuve leur capacité sécuritaire. Et au niveau du déplacement des populations, suite à ces instabilités, on voit vraiment qu'en ce moment, enfin, l'année dernière, il y avait plus de 7,4 millions de gens en Afrique qui étaient déplacés à cause de conflits. Alors, c'est le contexte sécuritaire dans lequel on opère, mais quels sont les organes, les institutions qui sont en jeu par rapport à la paix et la sécurité en Afrique? On a l'Union africaine. Et j'aimerais passer peut-être 1 minute ou 2 sur la complexité justement de cette architecture paix et sécurité en Afrique. On a l'Union africaine qui a le Conseil de paix et de sécurité au centre, mais entouré de Conseil de paix et de sécurité qui n'a pas le même mandat ni le même pouvoir que le Conseil de sécurité aux Nations unies, travaille avec plusieurs organes pour pouvoir prendre le devant au sujet de la paix et au niveau de la gestion des conflits. Cependant,
l'Union africaine travaille avec des communautés économiques par principe de subsidiarité. Ce qui veut dire que même si l'Union africaine est en fait, gère en survol la situation sécuritaire en Afrique, elle remet souvent la responsabilité de la gestion, de la négociation aux communautés économiques régionales. Et il y en a environ 8. Mais le problème, c'est que les communautés économiques régionales ne sont pas tous pareilles. Alors, on a par exemple la CEDEAO qui, dans le temps d'Obasanjo, avait une expérience au niveau du déploiement des troupes en Afrique de l'Ouest. Et on a de l'autre côté, en Afrique de l'Est, la communauté de l'Afrique de l'Est qui se focus principalement sur l'intégration économique et non nécessairement sur comment gérer les conflits entre les partis pris à l'intérieur du pays ou entre certains pays. Alors, pourquoi ceci est important dans la mise en œuvre de l'agenda paix, sécurité et femmes, avec peut-être 2 minutes qui me restent, pardon, c'est qu'il y a une très grande diversité par rapport à l'application de l'agenda femmes, paix et sécurité. Premièrement, on parle d'une mise en œuvre à 3 niveaux, au niveau de l'Union africaine, au niveau des régions et au niveau des États. Et à l'intérieur des États, il faut aussi comprendre que les communautés elles-mêmes, parfois, doivent prendre en charge leur propre initiative de sécurité. Alors, j'aime beaucoup ce schéma parce qu'il vous montre très clairement que parmi toutes les régions dont je viens de parler il y a un instant, c'est la CEDEAO qui prend le devant par rapport aux États qui ont mis en œuvre ou en fait qui ont développé leur plan d'action national. Il y a seulement 25 États sur les 55 en Afrique qui ont en fait un plan d'action. Au niveau de l'Union africaine, il y a plusieurs documents et protocoles qui tendent d'encadrer la promotion de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. On a un nouveau bureau de l'envoyé spécial. Il y a plusieurs documents qui régissent l'architecture de paix et sécurité. Cependant, la manière dont cet agenda est mis en œuvre sur le terrain, il y a plusieurs questions. Il n'y a pas nécessairement d'outils pour mesurer l'efficacité de tous ces documents et des protocoles. Régional, l'Union africaine, et je termine dans 1 minute, l'Union africaine a demandé à toutes les communautés économiques de développer leur propre plan d'action au niveau de la région. Le problème, par contre, c'est que certaines régions sont moins actives que d'autres, ont moins de ressources que d'autres pour développer ces plans d'action. Et certaines régions ont, en plus de leur plan d'action régional, ont d'autres cadres politiques pour la promotion de l'égalité des genres qui entrent en conflit ou en compétition avec le développement des plans d'action pour la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Il y a aussi, et ceux qui suivent la région de près, le conflit entre quand il y a un pays est membre de plusieurs communautés régionales à la fois, ce qui peut en fait ce que je voudrais dire, c'est développer des conflits d'intérêts entre certains plans ou certaines politiques domestiques et des politiques régionales. Finalement, je finis rapidement avec un exemple d'un pays qui est fournisseur de contingents pour l'ONU et pour l'Union africaine. Le Kenya, par exemple, a développé 2 plans d'action, un en 2016, un en 2020. Le pays a une provision constitutionnelle qui dit que pas plus de 2/3 de certains groupes genrés peut avoir le contrôle des institutions de l'État, ce qui veut dire qu'au minimum 1/3 des sièges parlementaires et dans le cabinet du président doivent être occupés par des femmes, mais malgré cette provision constitutionnelle, le gouvernement n'arrive pas à être en accord ou n'arrive pas à mettre en œuvre sa propre constitution. Alors, je vous donne quelques statistiques ici par rapport au nombre de femmes ou au pourcentage de femmes dans les forces armées, dans le Parlement. Et le Kenya, malgré son rôle qu'il joue sur le plan international par rapport à la paix et la sécurité,
continue à avoir beaucoup de difficultés par rapport à l'égalité des genres au niveau de l'éducation, de la violence entre les partenaires intimes, la discrimination sexuelle et la sécurité communautaire. Donc, en conclusion, pourquoi ceci est important? Surtout dans le contexte du Canada, il faut comprendre que si le Canada a vraiment l'intention de redevenir un partenaire important sur le continent africain par rapport à la paix et la sécurité et par rapport à la promotion de l'égalité entre les genres, il faut comprendre les différents niveaux d'intervention auxquels il aura à faire face. Et surtout, on a tendance, les partenaires de l'Europe et de l'Amérique du Nord ont souvent tendance à vouloir faire partenariat avec l'Union africaine. Et malgré le fait que l'Union africaine a beaucoup de documents et de protocoles qui promeut l'égalité entre les genres, ce sont vraiment les régions et les États qui doivent développer ces instruments qui sont un peu boiteux en ce moment dans différentes régions du continent. Et finalement, étant donné le problème de légitimité de l'Union africaine et des États eux-mêmes par rapport à leur propre communauté, il faudra peut-être réimaginer comment la mise en œuvre de cet agenda peut se faire au niveau local, là où les femmes se mobilisent pour leur propre sécurité. Merci.